Voilà, voilà. Le problème, c'est que je peux pas voir les commentaires, les gars. Bonsoir. Normalement, comme ça, je peux les voir. Voilà, voilà. Sabrina, salam alaikum, alaikum salam. Bonjour à tous. Wesh راكم les gars? Est-ce que tu es Est-ce que tu es d'ailleurs? Je parle pas seulement de moi, hein. Alors, allez-y. Bonjour, bonjour à tous. Même erreur, toujours. Je dis bonjour à la place de bonsoir, je sais pas. Parce que une fois, genre, je commence à étudier, parce que je suis une personne matinale. C'est pour ça. Donc, il me donne pas directement, automatiquement, je dis bonjour. Je dis pas bonsoir. Ce sont des synapses qui sont formées. Le cerveau taille entre bonjour et entre tout ce qui est étude. Voilà. Tira comme les gars, ça va. Ça fait longtemps le dernier live qu'on a fait la dernière fois. Ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je pense plus. Plus que ça, non? 5 mois. D'ailleurs, j'ai passé l'urgence, la thérapeutique, la dermato, l'épidémiologie, l'ORL. كبرت كبرت. Et le dernier là, j'en ai كبرت déjà. Mohamed Amin, salam alaikum, salam wa rahmatullah. Allez-y, quelques minutes, Inch'Allah, on commence. كما العادة 21 21. Allez-y les gars, وين راكم pour commencer. Sinon, bah, ça me manque le Jouhada, les lives, les informations, les formations en ligne, beaucoup de choses, même vous, hein. ما توحشكم كما لا تقولوا ما توحشكم في الله. J'adore parce que c'est quelque chose genre تأخير etc. Donc راح تقعد تحبها يعني même تعاودها وتعاودها راح تبقى toujours تتوحش دير الحاجة هذيك وتحبها. C'est pour ça. Alors, je connais bien ça. على بالي بلي la majorité ils savent pas بلي أنا بدينا في cette série, c'est pour ça. Jana, bonsoir, bonsoir Jana. J'espère que tu vas bien. Les amis, taguez vos amis, جو نبداو يا ربي. Ici, ce courant, ici. Bilal ou non, bonsoir. Je sais pas, j'ai laissé le commentaire. Essentiel, bonsoir. Hassini, Boutaina, salam, wa alaykoum salam, Boutaina. Comment vas-tu, Boutaina? Ça va?
Alors, 2 minutes, bien 3 minutes, on commence. Normalement, là, comme en post-contrôle. D'ailleurs, moi, je suis en post-contrôle. Je sais pas pour les autres facultés, parce que moi, genre, d'ailleurs, c'est Zaman, c'est national, Riyad. Donc, automatiquement, on sera post-contrôle, surtout pour les 6e années. Hana salam wa alaykoum salam. Le thème, la belle carnet d'air, chantez maintenant. Téléphone, راه مغطي l'écran. Je vois pas les commentaires quand même. Mais apparemment, Katli, c'est quoi le thème? Le thème d'aujourd'hui, d'ailleurs, je la série a dit le thème Taha. C'est trop cliché maintenant l'enseignement avec classique, d'aborder le cours comme cours et d'aborder la théorie comme théorique et d'aborder la pratique comme pratique. Fais ça, ne fais pas ça. D'accord. Anaya, je suis en amour avec le style avec, d'ailleurs, ce qui est moderne, c'est le style de l'histoire. Donc là, ça, c'est le style le plus moderne, le plus utilisé et le plus informatique. C'est le style de l'histoire. راح يجرب بها une amie de toi par exemple qui تحكي لك حكايه على واحد المريضه اللي جاتها impossible تنسايها. Et ça c'est le cours de le grand prof اللي عندكم تما في la faculté et elle va rien capter. Donc c'est ça la différence, c'est ça واش حبيت انا ندير حبينا نديروا لا سيري هذه اللي سميناها retour d'expérience, veut dire les médecins ils ont vécu des expériences, bien sûr le parcours médical. كاينين des cas genre sont un petit peu genre particuliers, exceptionnels, اللي عاشوا معاهم des moments on va dire exceptionnels, et avec même le cas médical تاعهم qui est exceptionnel. C'est pour ça on va genre revivre le moment avec les médecins qu'on va inviter, Inch'Allah. Ce sera très bénéfique. Ça sera très bénéfique. Moi, j'adore ce mode d'enseignement. Parce que c'est quelque chose, il y en a vraiment de waouh, de super. C'est trop cliché maintenant d'aborder genre la chose comme cours théorique, etc. Même au cas le congrès, etc. Donc, ils يبداو avec les histoires, ils يبداو avec les expériences, etc. C'est plus informatique. Moi, je souhaite les mettre Santana, d'ailleurs, qui donnent des cours, etc., académiques, de changer un petit peu la méthode de l'enseignement. Parce que quand même, l'étudiant, d'accord, donc il n'a jamais capté بزاف avec la théorie, avec le mode de l'enseignement. C'est non, j'adore بزاف, je sais bien. Donc on commence. الباقي دوك يلحق. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل بخير وعلى خير. Normalement, je n'ai pas besoin de me présenter. تعرفوني كامل d'ailleurs. Je suis un peu connu, يعني, que ce soit les 2 pages. Je m'appelle Miloud, je suis un étudiant en 6e année médecine, faculté de médecine de Betna, et c'est moi qui va animer le live d'aujourd'hui, qui va parler sur les expériences des médecins qu'on va inviter. Notre live d'aujourd'hui, il va parler sur une expérience très riche, très pure, de la chirurgie cardiaque, présentée par Dr Ben Mahfoud. Dr Ben Mahfoud, aujourd'hui avec nous. Fermez-nous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonsoir. Ça y est, bonsoir. رجعت البونسوار صاي صاي خلاص راني ديجا لو طون هذا راني كونت واحد السينابس تاع بونسوار صاي نحيت Ah, لاخر. très bien. دونك دكتور ديجا كنت جست معنا في لا سيري باسي و سيتي بيان بينيفيك. Bien sûr, je vous remercie. Alhamdulillah. هاد المرة Merci. donc vous allez nous raconter quelques cas particuliers اللي فاتوا في الباركور تاعك. Comme ça. C'est ça. En tout Bien cas, évidemment. il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas particuliers, Oui. beaucoup de patients intéressants. Vraiment, c'était difficile de choisir. Mais après, donc j'ai choisi 3 cas, pas tous difficiles.
pas tous assez exceptionnels, mais كل وحدة عندي des objectifs. كل وحدة عندي des buts, des idées باغي نوصلهم les nouveaux médecins surtout. نتعلموا منهم. من كل كا كلينيك من هذو اللي راح نبريزونتيهم. Super, super. Bien évidemment. Donc, on va afficher la diapositive, Inch'Allah. On va commencer هاد المرة. شوف طبيب la dernière fois كهبطني المرة هذه لازم نقعدوا مع بعضنا يا أخي. Très bien. ماذا بيا. C'est un honneur pour moi. Ça sera un plaisir. Donc, vous pouvez أي commencer. حاجة حبسني. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, est-ce que je peux commencer? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, avant de commencer d'entamer les cas cliniques, je vais dire un petit mot concernant الإشكالية المعروفة عند كامل les médecins, c'est la distance entre la théorie et la pratique. Tout à fait. كامل les médecins qui يبداو la pratique تاعهم les médecins praticiens bien sûr راح يلقى هذا le problème. Même s'il a un bagage théorique لاباس بيه, il va souffrir sur le plan pratique. Soit sur le plan diagnostique, parce qu'on ne peut jamais faire un interrogatoire et un examen complet comme décrit dans les livres de sémiologie. On ne peut jamais faire ça. Soit sur le plan logistique, soit même pour l'état d'urgence, surtout des patients au pavillon des urgences. Donc c'est pour ça, en pratique courant, on adopte plutôt le concept de questions et des examens ciblés. C'est pour gagner du temps et pour améliorer la prise en charge du patient. Deuxièmement, c'est par rapport à la thérapeutique, parce qu'on a une théorie riche en détails et correcte, mais ce n'est pas très pratique. D'autre côté, on a des conduites à tenir déjà préparées par des collègues et tout, mais le problème, c'est que chaque patient est un patient, chaque patient a ses antécédents, chaque patient a son histoire, a ses pathologies associées. Donc, chaque cas est un cas. De choisir les questions, choisir les examens ciblés et construire une conduite à tenir spécifique à ce patient, c'est ça qui a, à mon avis, c'est ça qui encadre et qui constitue la compétence du médecin. C'est pas aussi facile. C'est pas un ordinateur. C'est un vrai raisonnement d'orientation et de compréhension que le médecin doit faire dans la pratique courante. Tout à fait. Donc, moi personnellement, j'adopte le concept de la pratique basée sur la théorie. Parce qu'il y a des conduites à tenir très pratiques, mais beaucoup d'informations sont fausses. Et il y a la théorie qui n'est pas vraiment pratique. Donc, dans ces cas cliniques, je vais parler de façon très pratique, dans notre pays, avec nos moyens. Je ne vais pas parler des moyens présents à l'étranger ou les médicaments, etc. C'est surtout pour essayer de donner aux médecins, surtout les jeunes médecins, une vision comment gérer et comment faire le raisonnement médical pratique sur les bases théoriques qu'on a déjà eues dans la faculté de médecine. Donc, je vais passer directement. Donc, je vais présenter 3 cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un cas clinique du quotidien. Un cas clinique fréquent, prise en charge facile, mais bien sûr, عندنا بزاف حوايج راح نتعلموها ودرتها بالعاني باسكو باش بزاف دي ميدسان يعرفوا باللي ميم لي كا لي بلو بينا اللي حنا نحقروهم ونشوفوهم quotidiennement, on fait toujours des erreurs. Le deuxième cas, c'est un diagnostic rare,
Mais la conduite à tenir, elle est facile. Mais le diagnostic, il est rare. Le troisième cas clinique, c'est un cas clinique un petit peu plus compliqué que les autres. Pas assez compliqué, mais nécessite un peu de raisonnement et de sortir de la classique. Donc, je vais commencer par le premier cas clinique. C'est un patient âgé de 62 ans, hypertendu diabétique type 2, qui est venu au pavillon des urgences pour des douleurs épigastriques. Ça, c'est vraiment très fréquent. Oui. Dans ce cas, bien sûr, on doit toujours avoir l'organisation interrogatoire, examen clinique, examen complémentaire. Ça, c'est classique, même en pratique. Mais, comme on a dit, l'interrogatoire doit être ciblé, l'examen clinique doit être ciblé. Ici, on a une douleur épigastrique. Donc, on doit premièrement cibler les appareils. Douleur épigastrique, soit un problème digestif en premier lieu, soit un problème cardiaque, soit un problème métabolique ou autre à évoquer en premier lieu. Très bien. Donc, on doit cibler les questions par rapport à ça pour trancher quel appareil choisir. Pour moi, essentiel dans la pratique, les repas. Et est-ce qu'il y a des sites digestifs associés? Deux questions. Tu t'orientes. Est-ce que je pense à un truc digestif ou je pense à un truc plutôt cardiaque? Dans ce cas, il n'y a pas une douleur rythmée par les repas, il n'y a pas de signe digestif associé. Donc ici, moi, je pense à l'hypothèse cardiaque plus que l'hypothèse digestive. Et systématiquement, devant toute douleur épigastrique et thoracique, il faut avoir le réflexe perdu. La plupart des médecins ont des réflexes, c'est de noter l'heure de début de la douleur. C'est très important. Vraiment. Et bien sûr, l'évolution. Est-ce que la douleur elle est prolongée ou pas? Est-ce qu'elle est intermittente ou bien continue? Ici, dans l'heure, a commencé il y a 4 heures environ. L'examen clinique, on passe à l'examen clinique. L'examen clinique, toujours, on doit passer rapidement les fonctions vitales, neurologiques, hémodynamiques et respiratoires. Après, j'ajoute un quatrième ligne qui est la pâleur. C'est très facile à remarquer et ça donne beaucoup d'informations. Et puis, on fait les examens spécifiques, ça dépend de la symptomatologie. Ici, patient conscient compirant, eupnéique, hémodynamique stable. C'est bon, les fonctions vitales, bonne coloration cutanéo-muqueuse, donc tout va bien. Et comme c'est une douleur abdominale chez un diabétique, on doit systématiquement faire un distro. C'est systématique. Parce que l'acétose et l'acidocétose peut donner des douleurs digestives, parfois même isolées. Donc ici, la glycémie elle est à 1,7, donc ça n'explique pas la douleur épigastrique. Donc ici, l'hypothèse cardiaque, c'est l'hypothèse la plus forte ici. On a demandé de faire un ECG. Je vous laisse interpréter, je vous laisse quelques secondes. C'est vraiment très facile. Premier vue, le diagnostic il est très facile. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? C'est clair, normalement, oui, c'est clair. Allez-y, les gars. Je mets couche à l'ENA. Allez-y, allez. Répondez-moi dans les commentaires. Vous voyez quoi sur le sujet, pathologie? C'est le diagnostic le plus facile et qui est très fréquent, bien sûr. Typique تعيات. Vous pouvez lire les commentaires ou non? Je vais les afficher d'ailleurs. Oui, j'essaie de lire sur mon portable. Je vais les afficher.
Très bien. Donc, ce qui est évident, il y a un susdécalage du segment ST. Le problème, c'est qu'on trouve l'erreur de confondre entre IDM et un syndrome coronarien ST+. Et le deuxième erreur, c'est d'éviter de préciser le territoire. C'est très important. IDM inférieur, IDM antérieur étendu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même pronostic, ce n'est pas le même degré de gravité. Il faut toujours préciser, est-ce qu'elle est antérieure, antérieure étendue, latérale, inférieure, postérieure inférieure, etc. Ici, on a un susdécalage antérolatéral, donc antérieur étendu, de V1 à V6. Ce n'est pas vraiment très clair en V1 parce que, si vous avez remarqué, l'étalonnage il est à 5 mm. Mais il y a un susdécalage en V1, V2, V3, V4, V5, V6. Et même au latéral haut, on a VL et en D1. Avec image au miroir en inférieur. Elle est très claire. On dit de D3 et AVF. Donc ici, c'est un STEMI. C'est clair. Le diagnostic retenu, c'est un syndrome coronarien aigu ST+, STEMI, antérieur étendu. Un problème avec la diapositive. C'est bon? C'est bon, oui. Bien sûr, non compliqué parce que le patient, il est vraiment stable. Maintenant, pourquoi j'ai dit qu'il faut faire la différence entre EDM et STEMI? Parce que les STEMI sont tous des EDM, mais il y a des EDM ST-. Exactement. Même les ST-, ce sont des EDM. Donc, on ne dit pas un EDM. Parce que la prise en charge diffère entre l'ST+ et l'ST-. OK, pas comme le classique, seulement l'ST+ qui est un EDM. Non. C'est même l'ST-, c'est un infarctus du myocarde. La conduite à tenir, elle est classique, mais je dois insister sur, il y a 3 points qu'on doit garder en tête. خلينا من la théorie وتخلاط والاخر والهضره بزاف et tout. 3 points. Ni 4 ni 5. Il y a premièrement l'analgésie, les antalgiques. Théoriquement, il dit les morphiniques, etc. Vous donnez ce que vous avez. Vous avez des Prodaf, vous donnez des Prodaf. Vous avez plus fort que le Prodaf, vous donnez ce qu'il y a. Mais j'insiste sur les antalgiques. Pourquoi je mets les antalgiques en premier lieu? Ce n'est pas seulement pour soulager le patient. Les antalgiques, dans le cadre de l'EDM, c'est un facteur pronostic. Parce que la douleur, premièrement, elle va provoquer une vasoconstriction coronaire qui va aggraver l'ischémie, va aggraver le territoire de la nécrose, le territoire de la nécrose va être plus étendu. Et aussi, la douleur va provoquer une tachycardie réflexe qui va augmenter la consommation en oxygène, les besoins en oxygène, et qui va encore aggraver l'ischémie. Donc, toutes les études ont montré que la douleur augmente le territoire de la nécrose. Donc, ici, le traitement de la douleur, il est primordial. Ce n'est pas juste pour le patient. C'est un facteur pronostic pour l'EDM, pour l'étendue de la nécrose, pour limiter l'étendue de la nécrose. Deuxième point, ce qu'on appelle dans le jargon quotidien, donner la dose de charge. Je dis toujours en médecin, donner la dose de charge. Quoi la dose de charge? C'est la dose de charge du Plavix coagulant. 4 comprimés de Plavix, 3 comprimés d'aspirine, les ampoules de 250 en IV et 0,3 ml de Lovenox en IV. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon donner la dose de charge. Très bien. Après, on discute la thrombolyse. Ici, c'est l'importance de savoir l'heure des débuts de la douleur. Parce que si la douleur a plus de 12 heures, ça n'a aucun intérêt de thrombolyser le patient. C'est bon, la nécrose est installée, c'est bon. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste le risque hémorragique, ziada pour rien. Si la douleur, comme ici, le patient il est à H4, donc on peut thromboliser. Après recherche des contre-indications. Toujours, vous devez avoir ce réflexe.
On ne thrombolise jamais avant de rechercher les contre-indications. C'est dangereux. Souvent, en Algérie, on utilise soit le métallyse ou bien l'actylyse. Souvent, les métallyses chez nous parce qu'il est beaucoup plus facile. Une seule dose, rapide, qui seringue, dosée selon le poids. C'est vraiment n'importe qui n'a jamais thrombolisé, il peut thromboliser. L'actylyse, c'est un peu plus compliqué que ça. Les recherches de contre-indications, c'est ici, il faut quand même les médecins. Les contre-indications de la thrombolyse, parce que il y a beaucoup, il y a toute une liste des contre-indications de la thrombolyse. C'est même devant le patient, tu dois les contre-indications, mettre le temps faire. Donc, tu passes à côté d'une contre-indication. Ici, je vous donne 4 questions à poser aux patients. 4 questions. Vous devez avoir le réflexe de poser ces 4 questions. Premièrement, est-ce qu'il est sous anticoagulant? De vérifier le doigt. Est-ce qu'il يشرب un anticoagulant ou là elle est sous anticoagulant injectant? La deuxième question, est-ce qu'elle a fait un AVC récent, traumatisme ou la chirurgie ou la récente et hémorragie récente, surtout hémorragie digestive? On parle de récent, c'est-à-dire inférieur à 1 mois. Sauf pour l'AVC, on parle d'AVC récent, c'est inférieur à 6 mois. Le reste, traumatisme, chirurgie, hémorragie, etc., c'est inférieur à 1 mois. On doit rechercher poser ces 4 questions. Monsieur, de vérifier le doigt, est-ce que درت AVC حسيت روحك انشليت ولا ضعفت ولا les derniers 6 mois? Est-ce que درت accident ولا درت جراحه ولا في هذا le mois? واس كو سالك الدم لقيت الدم في الوساخ ولا لقيت الدم في البول تاعك حاشاك ولا في هذا لو موا سي بون قال لك نو 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 et tu connais le dossier, il n'y a pas un terrain de fragilité vasculaire ou hémostatique, c'est bon, tu peux thromboliser à l'aise. C'est simple, ne complique pas les choses. C'est vraiment simple. Donc, n'importe quelle notion d'hémorragie, même minime, ça contre-indique la thrombolyse. Exactement. Surtout dans le mois, dans le dernier mois. Okay. Parce qu'on ne sait pas exactement est-ce qu'il y a toujours de l'hémorragie. Parce que la thrombolyse, on ne va pas avoir de l'hémostase. Donc, avec le petit saignement, avec un saignement de grande abondance après l'hémolyse, après la thrombolyse plutôt. Docteur, même il dit que j'ai eu un épisode d'épistaxis. Même épistaxis. Même épistaxis, oui. Ok. C'est retenu. Parce qu'on rencontre beaucoup de complications de la thrombolyse. Parfois même des patients qui n'ont jamais saigné de thrombolyser. C'est pour ça que thrombolyser, il faut toujours surveiller. À l'APAL 30 minutes. Parce que il y a des épistaxis, parfois gingivorragie, parfois. Mais généralement, c'est de petite abondance. C'est tolérable. Mais s'il a des antécédents, il peut te faire une hémorragie importante ou d'assaut. Bien évidemment, oui. Est-ce qu'il y a des commentaires? Et bien sûr, pour l'hospitalisation, on demande un bilan d'urgence et des troponines. Les troponines ici, les troponines FLST+, ne sont pas un élément diagnostique. Jamais les troponines pour commencer la prise en charge. Ça, c'est une faute médicale. Tu n'as pas le droit. ST+, plus CG, avec douleur, c'est bon. Tu thrombolises, tu donnes la dose de charge à l'aise. Maintenant, les troponines, ou parfois même, j'ai les ST+, ils jouent une évacuation, et j'ai une troponine négative. كاين des médecins يتوسوس non بالك c'est pas ça بالك non بالك تعاودهم après 2-3 heures تلقاهم plafond parce que les premières 6 heures parfois les troponines sont négatives parce que ils n'ont pas encore été bien, la nécrose n'a pas été bien installée donc ما يكونش عندنا vraiment troponine بزاف mais تعاودها après 3-4 heures تلقى le troponine plafond et tu vas retarder le
Et même la durée de réalisation تاع les troponines عندنا donc ça prend 1 heure هكاك باش تخرج donc c'est une perte de temps. مانيش سمعتك مليح. قلت لك طبيب même la durée تاع la réalisation تاع les troponines عندنا ça prend واحد هكاك 1 heure de temps. Exactement, exactement. Ou la thrombolyse, comme la thrombolyse, dépend du temps. Parce que thrombolyser à H2 et thrombolyser à H6, c'est pas la même chose. Thrombolyser à H2, ça donne des résultats meilleurs par rapport à la thrombolyse à H6. Et à H8 et à H10, etc. H12, c'est bon. C'est la règle de le temps égal à le muscle. Exactement. Exactement. Donc, c'est très important. Il ne faut jamais attendre les troponines. On fait juste les troponines pour avoir ce qu'on appelle le taux de base, parce que le patient peut donner des complications après dans l'hospitalisation. Donc, لازمنا نديرو cinétique des troponines. لازم يكون عندنا avec le dosage de base. هذا ما كان, c'est tout. C'est pas un élément diagnostique. On fait la thérapeutique avant les troponines. Tout à fait. Très bien. هنايا هذا لو كا لو بلو فريكون اللي هضرنا عليه. دوك نهضروا على لو كا اللي ما عندناش بزاف في بلادنا مالوروزمون كي تكون قريب مع ان سونتر دونجيوبلاستي سيتادير موان دو 2 اور. كي نقول لك موان دو 2 اور ماشي بين لوبيتال تاعك والسي اتش اللي فيه لونجيوبلاستي. نو 2 اور سي اونتر لو دياغنوستيك اي لانتروداكسيون دو لا سوند. حسب كامل هذا الوقت هذا اسكو يقدروا يديروا لانتروداكسيون دو لا سوند افون 2 اور ولا نو. إلا نو تي ترومبوليز ما تفلسفش. إلا راك في سي اش يو وين كاين انجيوبلاستي ولا راك بروش فريمون بروش وين تقدر تبعث سي فريمون غار لو كا هذا تقدر تبعثو رابيدمون يدير له انجيوبلاستي. هنايا اون بريفير بيان سور لونجيوبلاستي بريمير. بيان سور في بلاصه الكات كومبريمي تاع بلافيكس نمدو 8 كومبريمي دو بلافيكس سي تو. Je pose une question ici. Si l'âge du patient était supérieur ou égal à 75 ans, est-ce qu'on garde la même conduite à tenir? Par rapport à l'âge. Allez-y les gars, la question c'est à vous. La question, j'attends un petit peu. Je vais te répondre. اليابان ou le Maldives. Allez-y les gars. Alors il y a là des commentaires. Non. Pas de dose de charge, ça c'est le premier commentaire. Fanta, oui. Asma, elle dit oui, mais la moitié de la dose du métallisme. Alors, on donne une seule, bien un seul comprimé Plavix. Mariam, vu l'âge, non. Khaled, oui. Sophia, donc on donne seulement un comprimé de Plavix. Laura, non, c'est pas de la même conduite à tenir. Khaled dit que pas de dose de charge. Alors, c'est l'essentiel. Angioplastie et pas thrombolyse. Fleur Blanche, elle suggère que la dose d'aspirine, elle sera un petit peu diminuée. Fatih, donc, elle répond par. Ça va, dans l'ensemble. Donc, la majorité disent que non. Ça va, dans l'ensemble. La conduite ne sera pas la même. Il y a même Nassim qui a des 2 comprimés, donc il n'y a pas qu'un ijma' pour le moment. Ce n'est pas la même conduite à tenir, mais juste concernant les doses, c'est tout. Exactement. L'angioplastie, pas la thrombolyse, l'angioplastie, la thrombolyse, la règle, elle est claire. Il a نقدر نديرها في 12 heures. أولوية l'angioplastie, il a ما نقدرش la thrombolyse. ما عندهاش علاقة كامل بلاش. Ça
Ça, c'est clair. Par contre, si le patient est âgé à plus de 75 ans, plus ou égal à 75 ans, ici, on a le risque hémorragique qui est très important. Donc, on donne un comprimé de Plavix seulement, qui m'a dit, plus la demi-dose de métalyse, la demi-dose de la thrombolyse, métalyse ou la lactylyse. Donc, on donne la dose nécessaire, on donne avec la dose hélique. Parce que le risque hémorragique ici, il est très important. Mais par rapport à l'angioplastie et la thrombolyse, c'est la même chose. Le reste est la même chose. Exactement. Exactement. Après hospitalisation au service de cardiologie, le minimum de 5 jours, on fait bien sûr l'écho Doppler cardiaque et on donne le traitement classique anti-ischémique qu'on connaît tous. J'ai mis ici l'ordonnance classique, l'aspigique, Plavix. Bien sûr, on revient à un comprimé par jour. Le NIEC, souvent on utilise soit le Triathiec ou bien Coversil. Le bêta-bloquant, on donne le bisoprolol. Souvent, on donne le bisoprolol. Pourquoi? Le bisoprolol et les cardiosélectifs, en même temps, c'est un bêta-bloquant de l'insuffisance cardiaque. Pas comme l'aténolol, l'aténor, on peut le donner seulement si la FE elle est correcte. Et souvent, dans le pratique courant, parfois, on donne le traitement antischémique même avant de faire l'écho Doppler cardiaque. Donc, on préfère souvent donner du bisoprolol parce que même si la FE elle est basse, elle est indiquée. Et bien sûr, un statine à forte dose et un pansement gastrique qui est systématique en cas d'association Plavix-aspégique. Systématiquement, on doit donner un pansement gastrique épipé. On donne l'isoproton par exemple, l'anzoprazole, 30 mg. La question ici, Miloud, pourquoi j'ai donné de l'isoproton et je n'ai pas donné le classique, le proton, l'OMAC, l'oméprazole? Parce que souvent, on utilise comme EPP l'oméprazole. Pourquoi ici, j'ai donné l'anzoprazole? Est-ce qu'il y a un risque d'interaction médicamenteuse ou pas? Exactement. Exactement. Il y a une interaction médicamenteuse entre l'oméprazole et le Plavix. Chez les patients sous Plavix, parce que je vois beaucoup de patients qui prennent l'oméprazole avec Plavix dans ma consultation. Il y a une interaction importante de l'oméprazole et le Plavix. Et même les oméprazoles, les inox, il y a une interaction importante avec le Plavix. Donc, c'est pour ça on préfère les autres molécules comme les oprotons. Tout à fait. Tout à fait. Qui ont moins d'interaction avec le Plavix que l'oméprazole. Est-ce que c'est clair? Bien entendu, docteur, oui. Maintenant, après la sortie, est-ce que vous pouvez répondre aux questions des patients? وقتاش نولي ندير سبور وقتاش نقدر نسوق وقتاش. Donc le classique, parce que beaucoup de médecins qui jouent هنايا تخلط لهم الحالة. Après la sortie, bien sûr régime pauvre en graisse animale, il a quand FE basse, insuffisance cardiaque, même pauvre en sel. L'arrêt du travail minimal est de 1 mois. هنايا اللي صار كورونا aigu تلقى عام هو مازال يشكي لك. L'arrêt de travail minimal, théoriquement, c'est 1 mois. Après le 1 mois, on fait l'évaluation. Qu'il y a des postes, la charge, le patient est stable, il peut reprendre son travail. C'est après 1 mois qu'on évalue selon le poste, selon l'état du patient, la stabilité du patient. Concernant la question de conduire, donc pour les véhicules légers, c'est après 1 mois. Concernant le poids lourd, c'est à évaluer 10 mois après parce que c'est fatigant. Donc, il peut faire des problèmes. Ça, c'est le classique. Mais je vais parler chez nous. Chez nous, on doit éviter tout effort
كامل les mois jusqu'à 6 mois. وعلاه واللي وعلاه الميلود parce que هاد les recommandations qui داروهم les Européens et les Américains parce que هما ils font l'angioplastie directement. هو يجي 6 mois يدخلوا directement يديروا l'angioplastie. هنايا تجي 6 mois tu l'hospitalises 5 jours وبعد تخرجوا ومن بعد يجيك ابري 1 mois ولا 1 mois et demi تبعثوا يدير لا سنتيغرافي ومن بعد باش تبعثوا يدير لا كورو يعطيه رونديفو ابري 6 mois ولا 7 mois. دونك كامل هاد لا ديوري راه عنده دي كورونير بوشين بصح راهو عايش. Donc le pronostic sera prendre en considération le mode de vie chez nous et le système de santé. Exact. Donc le pronostic sera plus simple que les étrangers. Bien sûr, parce qu'on n'a pas encore traité. Parce que بعد كي نديروا لا سنتيغرافي نديروا لا كورون بعد on décidera est-ce qu'on fait un stent, est-ce qu'on fait un pontage. Après le traitement, il peut reprendre sa vie normalement. Mais avant le traitement, les coronaires sont encore bouchés ou sténosés. Donc le risque existe encore. Même bzaf les patients, qui ont des patients qui ont chaque 6 mois, chaque année, ils font des EDM. Ils font des ST+, et des ST-. هو يستنى les rendez-vous تاعو parce que c'est cher في البريفي donc يقعد يستنى les rendez-vous تاعو. Malheureusement. Oui, vraiment. Donc 6 mois de repos strict. C'est ça. Ok. Alors, c'était tout pour le cas clinique, le premier cas clinique? C'est ça le premier cas clinique. Les élèves qui sont interconnectés sur le cas. Hein? Justement, il y a une question là, docteur. Donc, pourquoi la rovastatin est de la dose de 20 par rapport à la provastatin? صح. Le Rosiva, il est plus fort que la Trova. Le Rosiva, déjà, ما عندناش le dosage à 80. On a le 5, le 10, le 20 et le 40. Le مشكلة, c'est que le 40, il est pas très disponible en Algérie. C'est difficile de le trouver. Par contre, la Trova, Tao, non, on a le dosage, le 20, le 40. Les études, ils disent que c'est la moitié de dose équivalente. C'est-à-dire, le 80 du Tao, c'est l'équivalent du 40 de Rosuvastatin. Le 40 de la Trova, c'est l'équivalent du 20 de Rosiva. Et la même chose par rapport au 5 et au 10. C'est pour ça, le Tao, on utilise la dose la plus élevée et le Rosiva, la dose la plus élevée. Bien sûr, هذه بغيت نسافلي فيها. حنايا نشوفوا على حسب le patient, bien sûr. Parfois, on donne le Tao 40, etc. Patient jeune, etc. On donne le Tao 40. Bilan cholestérolique normal et tout. Mais peut-être comme l'ordonnance type qui m'a dit. Pour le généraliste, واش اللي يقدر يمدها قبل ما يبعثوا لان spécialiste. والله يفيريفي التريتمون bien sûr كي يجيها malade. Bien, il y a une autre question, docteur. Durée de l'association pavix aspégique. Donc l'aspégique ما نهضرش عليه. L'aspégique راح يقعد مع الباسيون هذا. Le Plavix, ça dépend. Le maximum, c'est une année. C'est 12 mois. Ça dépend le risque hémorragique. Qui coule le risque hémorragique bas, نستناو حتى une année et on arrête le Plavix. Si le risque hémorragique il est important chez certains patients, on peut arrêter à partir de 6 mois ou bien 9 mois. C'est selon le risque. Mais l'aspégique راح يقعد بها à vie. Juste un traitement de sortie. Donc, en cas de contre-indication d'aspirine, on donne quoi dans les situations où on dispose uniquement de l'aspirine en attendant l'évacuation? En cas de contre-indication de l'aspirine, on donne quoi? C'est quoi, par exemple, la contre-indication de l'aspirine, par exemple?
Parce que Par exemple, dans ces situations, on essaye de donner le maximum qu'on peut. Par exemple, parfois, il y a des malades, مثلا, عندهم ulcère récent ou la même en cours. Donc, théoriquement, c'est une contre-indication à l'aspégique plavix. ouais. Mais le cas, donc, هنا نقعد نشوف le patient. Est-ce que نقدر ما نمدلوش l'aspégique plavix? Si le risque est très important, كيما هنايا عندنا un édème antérieur étendu, le risque il est très très important. هنايا je préfère donner مثلا l'oméprazole à la SAP et donner la dose de charge. Et bien sûr surveiller le patient parce qu'il peut donner des hémorragies digestives. Chez ces patients الفكره اللي حبيت نقولها بلي ما كانش قاعده واحده كامل les patients. C'est à évaluer patient par patient. Mais s'il y a une contre-indication pour vous, médecin généraliste, je préfère ne pas donner de l'aspégique. Parfois, on tombe dans des cas où on doit évaluer l'indice risque-bénéfice déjà. Les cas, on doit évaluer l'indice risque-bénéfice. Est-ce que je donne ou je donne pas? Est-ce que ça sera le bénéfique son plus il que est le vraiment risque? loin. Docteur Kotlek, il y a parfois des cas où on doit évaluer l'indice risque-bénéfice. On doit évaluer, pardon. L'indice risque-bénéfice. Est-ce que Ah, risque-bénéfice. oui. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, la balance bénéfice-risque, c'est le quotidien. Mais surtout, le quotidien des spécialistes, parce que le médecin général, c'est même pas le bouche, il y a des risques qui manquent. Oui. Je préfère, il y a une contre-indication, mettre l'aspégique. Le plavix, s'il n'est pas disponible, tu l'évacues. Après, il met de la dose de charge. Exactement, oui, tout à fait. Et autre question, bah, s'il vous plaît, comment on peut faire la différence entre longueur de repos et prince métal? En tout cas, donc, longueur de repos et prince métal, les deux ne sont pas des vraies urgences. J'ai qu'un syndrome coronarien aigu. Tu as dosé les troponines négatives. قادر يكون longueur de repos, c'est classique. Longueur de prince métal, c'est vraiment un cas exceptionnel, un cas particulier des longueurs de repos. C'est pas vraiment un longueur spécifique, voilà. C'est un longueur avec des coronaires plus ou moins sains qu'on voit souvent chez les femmes, mais dont le diagnostic précis n'est pas vraiment très important. Souvent, on passe à l'écho-Doppler, on trouve rien du tout. À la scintigraphie, on trouve rien du tout. Donc, on dit que le jargon تاعنا نقولوا longueur à coronaire sain. C'est-à-dire rien de méchant. Ce qui est important, Mais ce n'est pas dans le d'éliminer cadre d'urgence. Ça c'est en consultation, à l'aise, etc. oui. Devant ce diagnostic différentiel, l'important c'est d'éliminer l'urgence. Alors, traitement spécifique par rapport et triac des premiers jours. Non, c'est pas une question. Le traitement spécifique, j'ai pas compris la question. Normalement, elle pose la question, est-ce qu'on doit commencer le traitement spécifique par et triatec dès le premier jour? Tout le traitement anti-ischémique, on doit le commencer dans le G1, dans les premières 24 heures. Souvent, qui gêne le patient les urgences, on fait la dose de charge, etc. On le fait remonter au service. Le service n'a pas l'ordonnance. On peut le traitement TAC pour commencer le traitement. Bien sûr, en respectant les contre-indications. Mais chez malade, c'est un malade stable. Ce n'est pas toujours le cas. Un malade en hypotension, etc. Mais tu as de triathèque. Oui, exactement. C'est cas par C'est cas. ça.
Donc, fleur blanche, dose d'aspirine en milligrammes. La dose orale peut être associée à la forme injectable. Donc, شوف هي selon la disponibilité. Donc, il a عندنا les ampoules هذوك تاع 250 نمدو directement IV. إلا ما عندناش on donne les sachets ولا les comprimés. Sachet فيها 100 mg, on donne 300 mg. C'est ça, c'est la dose recommandée entre 200 et 300 mg. Le Plavix, on donne 4 comprimés, 75, donc c'est 300 mg. Mais on a souvent, باش ما نكompliquer les choses, on dit 4 comprimés, 3 comprimés, etc. Mais théoriquement, c'est pour ça que je dis comme la pratique basée sur la théorie. Parce que donc, j'ai par exemple médecin مثلا جديد ولا étudiant, يجي نقول له 300 ملغ يبدا يخمم 75 في الكومبريمي شحال نعطيه كومبريمي. c'est pas pratique. Mais نقول له 4 comprimés de Plavix من بعد هو وحده يحسبها في راسه في خاطره كي يبدل الكومبريمي يحسبها في خاطره بلي 300 ملغ. L'aspégique, c'est 3 sachets, donc 300 mg, voilà 250. Et هذو هما. Bien évidemment. Donc, autre question. Les gars, n'oubliez pas qu'il y a deux autres cas cliniques. Donc, on continue à répondre à toutes les questions. On va faire. مازال كاين لهم دو كا كلينيك. Oui. Donc, on va juste répondre aux trois suivantes questions. Donc, est-ce normal de donner un traitement anti-ischémique chez un hémophile? Et l'hémophilie, c'est un vrai problème parce que c'est au cas par cas. On analyse les analyses le bilan d'hémophilie et on fait la balance bénéfice-risque. C'est le même cas précédent. On fait la balance. Est-ce que c'est risqué l'hémorragie ou pas? On évalue le risque hémorragique et le risque ischémique et on décidera. Il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Hein. Oui. Donc, docteur, concernant l'héparinothérapie, si on a une thrombopénie isolée de découverte fortuite, Donc, à découverte fortuite, donc, ماشي épargne-dépendante. À 50 000, رانا في la limite. نشوفوا est-ce que la thrombopénie elle est associée à une hémorragie ou pas. Si la thrombopénie elle est associée à une hémorragie, déjà c'est une contre-indication, la thrombolyse, l'héparine interne. Si la thrombopénie non associée avec une hémorragie, on peut donner de l'héparine parce que 0,3 c'est pas une dose élevée, c'est juste une protection. Mais on doit refaire l'FNS pour contrôler. Parce qu'après, on va donner de l'Ovenox, dose préventive, toute la durée de l'hospitalisation. On refait l'FNS et on surveille. Est-ce qu'on a une augmentation des plaquettes ou pas? On surveille est-ce qu'on a une hémorragie ou pas. Et selon les complications et l'hémorragie, on décidera est-ce qu'on continue le Lovenox ou pas. Mais c'est 50 000, ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une contre-indication relative. Relative, oui. Donc, normalement, c'est suffit pour le premier cas clinique. Déjà, c'est 1 heure de temps. On va passer au deuxième, exactement, au deuxième cas clinique. Deuxième cas clinique. Deuxième cas clinique. Donc, c'est un patient jeune, sans antécédent, qui consulte pour une douleur abdominale de l'hypocondre droit. C'est classique. L'interrogatoire, comme on a dit, douleur rythmée par les repas, eh bien oui, il décrit une douleur rythmée par les repas, surtout les repas copreux, et il n'y a pas de signes digestifs associés. Il rapporte la notion de fébricule, bien sûr non chiffré, qui m'égale les Algériens. Donc, on a fébricule. On a une douleur de l'hypocondre droit rythmée par les repas. Donc, on a le premier diagnostic à avoir en tête. Donc, on a tout ce qui concerne le colique hépatique. Oui. À l'examen, on fait toutes les fonctions vitales qui m'ont la coloration. À l'examen, c'est du Murphy positif avec un léger défense. Donc, on a le médecin directement
il a pensé directement à la cholécystite aiguë, avec hyperleucocytose à la FNS, à 12 000. Donc, l'hypothèse diagnostique, c'est la cholécystite aiguë. Ici, il a demandé une échographie abdominale. L'échographie abdominale confirme la présence de la cholécystite aiguë. Il y a un épaississement pariétal vésiculaire d'allure inflammatoire. Dans les détails, environ 10 mm. Donc, on a la cholécystite aiguë. Mais ce qui est bizarre, il a trouvé une turgescence des veines succipatiques. Ici, pourquoi on a une dilatation des veines succipatiques? Soit on a un obstacle qui bloque le sang, soit on a un problème au niveau du cœur droit qui donne la surcharge vers le foie. Sur l'échographie, il n'a visualisé aucun obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Donc, le geste à faire, c'est demander l'avis cardio. Ici, on s'inquiète surtout pour le cœur droit. Donc, il a consulté chez nous. Il y a 2 questions systématiquement. On doit poser systématiquement chez tous ces jeunes qui consultent pour un problème cardiaque. Si jeune consulte pour un problème cardiaque, on doit poser systématiquement 2 questions. Est-ce qu'il a déjà suivi pour une cardiopathie congénitale? Est-ce qu'il y a une notion de traumatisme thoracique? C'est très important parce que le premier médecin n'a pas posé ces questions, n'a pas pensé à un problème cardiaque. La cardiopathie congénitale, il dit non, n'a jamais été battu à l'alqalbi ou là, non. Le deuxième problème, il y a une notion de traumatisme thoracique. قال لك انا جيت راح نتيني بزويجه حط الزويجه على صدره لا كروس هذيك حطها على صدره sur le sternum, il a tiré et avec le recul il a reçu un traumatisme thoracique sévère. قال لك depuis ولا يجيه des dyspnées d'effort. Donc ici déjà on a orienté vers l'étiologie probable bien sûr. À l'examen les fonctions vitales normaux, on a à l'auscultation un souffle systolique léger, presque diffus, pas seulement au foyer tricuspide ou là, péricardiaque, mais il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque, seulement un petit souffle léger systolique. Donc, on a décidé de faire un ECG écho-Doppler. L'ECG du patient, je vous laisse interpréter. Votre avis? Allez-y les gars. كي تلحق لو سي جي حتى واحد ما يكومونتي. Allez-y les gars. Allez les toubib, vos avis. Les CG sont particularités, ça est essentiel de commenter. Allez-y. معليش. Donc pour ne pas trop tarder, donc je vais répondre. Ici, on remarque un aspect SR' en V1. Oui. Le QRS n'est pas très large. Donc, on a un BBD incomplet. Et pour les gens qui ont d'expérience avec le CG, vous pouvez remarquer en D1, il y a une onde S aussi importante. Les manchevouages, souvent fait les ECG normaux, il y a une onde S importante. Donc, ça oriente vers une surcharge du ventricule droit, avec le bloc de branche droit incomplet qui oriente aussi vers une surcharge du ventricule droit.
on a décidé bien sûr de continuer avec un échodoppler cardiaque. L'échodoppler cardiaque, je mets juste la conclusion parce que la lecture du compte rendu avec l'examen Hakem, elle est une séance. Donc, la fraction d'éjection, elle est normale à 65%. Donc, la fonction systolique du ventricule gauche, elle est conservée. Par contre, on a une insuffisance tricuspidienne, régurgitation tricuspidienne importante par défaut de coaptation, valve antérieure perforée avec un flux laminaire. Donc, on a le traumatisme fermé a provoqué une perforation de la valve antérieure avec défaut de coaptation qui a provoqué une insuffisance tricuspide qui explique la turgescence des veines suscipatiques et sûrement de la veine cave inférieure. Alors, Bien sûr, le ventricule droit légèrement dilaté. Devant toute valvulopathie, on doit avoir le réflexe de rechercher les retentissements. On a la valvulopathie tricuspide, donc on doit analyser l'oreillette droite et le ventricule droit. Le ventricule droit, il est de bonne fonction. La fonction, elle est conservée. Mais il est légèrement dilaté par la surcharge volumique. Absence d'HTAP, absence d'hypertension pulmonaire. Donc ici, on a posé le diagnostic. C'est une unité probablement post-traumatique, importante, avec une légère dilatation du ventricule droit. La conduite à tenir ici, c'est simple. Devant toute surcharge volumique, on doit donner des diurétiques. Ici, on a donné de la lactone, spironolactone, demi-comprimé de 75. Et bien sûr, on demande un avis spécialisé pour la réparation chirurgicale de la valve tricuspide. Pourquoi une réparation et pas un remplacement valvulaire? parce que la valve, déjà, normalement, elle est intacte. ماهيش يعني trop lésée. Très bien. C'est une partie de la réponse. La valve, c'est une valve, on peut dire, non malade. Donc, on doit juste réparer la lésion traumatique. Et deuxièmement, même si on a une insuffisance tricuspide avec des valves malades, on a recours rarement à un remplacement valvulaire tricuspide. Pas comme la mitrale et l'aorte. Pourquoi? Parce que le système droit, c'est un système à basse pression. Le sang passe lentement. Donc, on a un risque thrombogène très important par rapport au cœur gauche. C'est pour ça qu'on évite au maximum de mettre une prothèse mécanique au niveau de la valve tricuspide. On essaie de maximum de réparer. On met la valve biologique de préférence dans les cas où il mal la valve mécanique, c'est vraiment exceptionnel. À la différence de la valve mitralo-aortique, on remplace. Bien évidemment. Non, c'est ok. Très bien. Des questions concernant ce cas? Docteur, je commence. Normalement, c'est simple. Malgré c'est un diagnostic rare. Bien évidemment. Docteur, j'ai une question. Docteur, est-ce que toute personne qui subit le même traumatisme, elle peut avoir la lésion head ou là, est-ce qu'il y a des particularités que les personnes ont au niveau du valve ou bien au niveau c'est pour ça j'ai mis ce cas, c'est par rapport parce que beaucoup de gens ont tendance de penser que un traumatisme fermé, des lésions graves. Oui. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La lésion la plus fréquente qui nous travaille les traumatismes fermés thoraciques, c'est la rupture de l'isthme cardiaque, l'isthme aortique. C'est vraiment très fréquent. Parfois, ça ne donne pas des signes directement. Parfois, des signes après 4 jours et 5 jours. Et on a les lésions des valves. Parfois même une rupture du ventricule droit. Mais la rupture du ventricule ou bien même le traumatisme de l'isthme et tout, la rupture de l'isthme,
donne souvent des tableaux dramatiques. Par contre, une lésion intracardiaque valvulaire donne rarement le tableau dramatique qui m'aide le patient. Juste une dyspnée d'effort. ما تقلقش dyspnée d'effort تجيني الفشله مرات نحس روحي الاخر يروبوزي شويه يعاود يتسقم سي تو ما تقلقش كامل حتى خلقاتو لا فيزيكول هوريزمون لا فيزيكول كان عنده اون كوليسيستيت باسكو لو كان نستنى حتى لو فونتريكول دروا il se dilate après تجينا لا dysfonction du ventricule droit. Même l'intervention ici, elle devient difficile. Et même le pronostic d'intervention devient plus sombre. Donc, heureusement, la cholécystite aiguë, la cholécystite aiguë sauvait le cœur Tao. Bien évidemment, oui, oui, oui. C'est une découverte fortuite très bénéfique. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des questions, les gars, sur ce cas? Sinon, on passe au troisième cas. Alors, allez-y. On passe. Troisième cas clinique. Très bien. Donc, c'est un patient âgé de 74 ans. C'est un patient un peu âgé. Aux antécédents de diabète type 2, maladie d'Alzheimer. Donc, l'interrogatoire est un peu difficile, plutôt difficile. Aux antécédents de remplacement valvulaire mitral mécanique et fibrillation atriale suivie sous syndrome, qui consiste pour des douleurs abdominales. Donc, l'examen clinique, les fonctions vitales RAS, il y a juste un pâleur cutanéo-muqueuse, et à la palpation abdominale, l'abdomen elle est souple, l'abdomen souple, un léger ballonnement. À l'auscultation, il n'y a pas de râle crépitant, il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. J'ai précisé ça parce que pour rechercher une décompensation cardiaque, en pratique, il y a deux signes de l'auscultation des râles crépitants qui reflètent l'insuffisance cardiaque gauche ou décompensation cardiaque gauche, et les œdèmes des membres inférieurs qui reflètent la décompensation cardiaque droite. Donc, il a malgré des râles crépitants, malgré les œdèmes des membres inférieurs, c'est bon. Le cœur, il n'est pas en décomposition. Là, maintenant, on dit l'examen cardiovasculaire complet. Juste les urgences, je trouve les deux signes, c'est bon. Donc, il n'y a pas de râle crépitant, il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. Apparemment, la prothèse, elle est fonctionnelle. Il n'y a pas vraiment un gros problème cardiaque. L'abdomen souple, il n'y a pas de contracture, il n'y a pas de défense, il n'y a rien. Juste un léger ballonnement. Donc, il a conclu l'hypothèse diagnostique. Il a conclu une constipation du sujet âgé qui est un motif de consultation très fréquent aux urgences. Il a donné du Falax Pasfon avec un bilan général à la demande des parents. Après 4 jours, il a consulté à ma garde pour non-amélioration de la douleur. Ici, je demande vos avis parce que il y a quelques points que je dois préciser concernant la conduite à tenir du médecin de la dernière garde. Premièrement, il n'a pas dosé l'INR. يجمع patient sous syndrome, surtout il a une valve, il n'importe quel motif de consultation, n'importe quel motif. Tu dois systématiquement vérifier l'INR. Il a un INR récent, tu vérifies l'INR. Il a un INR récent, tu refais l'INR. Ça, c'est systématique, quel que soit le motif. Réflexe. Deuxièmement, il n'a pas fait un ECG qui est systématique. Troisièmement, douleur abdominale. Un diabétique, on doit systématiquement faire la glycémie, comme on a dit dans le premier cas. Parce que l'acétose peut donner des douleurs. Donc, il n'a fait ni INR, ni ECG, ni glycémie. Ça devait être systématique devant ce genre de patient. Ma'lish, on a vérifié le bilan demandé déjà.
on a trouvé un hémoglobine à 7,6, l'urée qui est à 0,89 et la créatine qui est à 22. Et الكارثة الكبرى l'INR qui est supérieur à 8. On ne sait pas. على بالناش شحال راهو supérieur à 8. Les labos ما قدروش يميزوريو. C'est-à-dire هذا البيلون هذا دارهم il y a 4 jours. Et وكان يدي 17 تاعو après les 4 jours. Donc après هذا ال 8 هذا supérieur à 8, il a continué à prendre du citron. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis ce cas clinique, parce que c'est très important. Parfois, on banalise les choses, mais c'est très important, surtout chez ces patients. Donc, l'hypothèse diagnostique ici, on a un accident aux AVK, probablement abdominal, il y a un saignement abdominal, probablement. On a l'anémie, elle est sévère, et une insuffisance rénale d'allure aiguë. La conduite à tenir ici. Je vais vous donner la conduite à tenir pratique classique. Pour l'accident aux AVK, bien sûr, on doit arrêter le cintron obligatoirement et donner une ampoule de vitamine K. Pour l'anémie, on doit transfuser notre patient. Pour l'insuffisance rénale aiguë, le classique, c'est la bonne hydratation avec des sérums classiques isotoniques, sérum salé isotonique. On doit demander une échographie abdominale à la recherche d'un hématome ou d'un saignement intra-abdominal qui va expliquer la douleur. Et bien sûr, on refait un bilan biologique récent parce qu'on a traité le patient par rapport à un bilan qui a 4 jours. Est-ce que vous suivez معايا? Oui, bien sûr. Parce que هنا لازم vraiment concentration. Il y a des égards, la concentration maximum. Très bien. Accident aux AVK, on a donné la conduite. Anémie, on a donné la conduite. Insuffisance rénale aiguë, on a donné la conduite. On va dire échographie abdominale parce qu'il y a une douleur abdominale. Donc, l'hypothèse, c'est d'avoir un hématome ou une hémorragie intradigestive et refaire un bilan biologique. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Oui. Très bien. Et bien, comme ça, on a tué notre patient. Cette conduite classique, c'est bon, patient tag, voilà. Pourquoi? Parce que vous avez oublié que on a arrêté le cintron, on a donné une ampoule de vitamine K, mais c'est une valve mécanique. Donc le cœur, il est en Il va directement, vitamine K, il va directement thromboser sa valve. Patient décédé. Donc, لازم تحكموا هذه ريفلكس عندكم. On doit jamais هذا l'erreur هذا très fréquent. حنا لي كولاغ عندنا في لي زيرجونس عندنا بزاف نضل نوصي فيهم ونعاود يفون هذا l'erreur نتاع يدون دي فيتامين K en cas d'accident AVK عند باسيون عنده بروتيز ميكانيك jamais parce qu'il a thrombosé la valve تاعو راح الباسيون. On donne jamais de vitamine K. C'est clair. Oui. Même comme ça, راح نقعد le patient تاعنا. Voilà. On a arrêté le cintron. Il va aussi thromboser sa valve. C'est une valve mécanique. Oui. C'est une valve mécanique. Ça, le carbone, il est spécial, il n'est pas très thrombogène par rapport aux valves anciennes, mais ça reste du carbone, ça reste un corps étranger. Il va thromboser sa valve. Pas tout de suite, mais dans 3-4 jours. Donc, lorsqu'on arrête le cintron, on doit toujours protéger le patient par l'eau veineuse dose curative. Parce que les HPPM, le risque hémorragique, il est beaucoup moindre par rapport aux AVK. Oui. Donc, on doit protéger la valve par l'eau veineuse dose curative et arrêter le cintron. OK? Tout à fait. Ici, c'est aussi faux. Pourquoi? Parce qu'on a une insuffisance rénale d'allure sévère. Donc, comme vous savez, l'Ovenox, il est contre-indiqué dans l'insuffisance rénale sévère. Vraiment. ثاني هذه الغلطة هذه شائعة بزاف.
Le réflexe directement, allez, j'ai arrêté le centron, je donne le Venox. Mais je ne sais même pas le bilan rénal théo. Théoriquement, bien sûr, on doit calculer la clairance. Si elle est inférieure à 30, c'est une contre-indication à l'Ovenox. Mais en pratique, chez nous, on préfère n'importe quelle insuffisance rénale d'ailleurs sévère, on préfère la calciparine. هذه السبة الأولى. السبة الثانية, les HPPM n'ont pas la même dans les valves cardiaques. Il y a juste l'héparine non fractionnée, la chaîne 9, qui a la même pour protéger la valve cardiaque. C'est pour ça, dans les services de chirurgie cardiaque, on n'utilise jamais les HPPM. Certes, en France, ils les utilisent hors ANA, mais chez nous, on utilise la calciparine. Mais dans les urgences, on donne parfois les HPPM pour protéger le patient. Mais il y a quand même une insuffisance rénale, avec valve, c'est l'indication du calciparine. Comment on contrôle l'efficacité du calciparine? La question. Normalement, c'est du classique. Il y a des pathologies. Comment on a le dosage de la calciparine? Est-ce qu'on est efficace ou pas? Le cas central, contrôler un petit peu INR surtout. La calciparine qui fait? نستنى شوية. TP, non. TP, c'est pour les AVK. Bon, c'est pas inactif normalement, si je me trompe pas. TCK, très bien. Donc, c'est le TCA, anciennement appelé TCK. C'est le TCA, mais j'insiste sur un point, parce que notre service de cardio il y a 2 ans, service de cardio, les infirmiers, je vais j'ai prélevé le TCA. Le prélèvement de TCA, mais le bilan de الصباح, le prélèvement de TCA pour contrôler l'efficacité de la calciparine, il doit être à mi-distance entre les injections. Généralement, la calciparine, on donne généralement 3 injections, parfois qu'elle est utilisée ou 2, mais on a 3 injections, donc chaque 8. Donc, 4 heures après l'injection du matin, on a le prélèvement. Le prélèvement, c'est le contrôle. Parce qu'il a dit le prélèvement avant ou après, il ne sera pas fiable pour dire le contrôle. Le but interne, c'est d'avoir un TCA 1 fois à 2 fois le témoin. Toujours le TCA, par rapport au témoin. Le but interne, c'est d'avoir 1 fois et demi à 2 fois le témoin. Ça y est, c'est clair. Oui. Oui. Très bien. دونك شفتوا الغلطات اللي قادرين نطيحوا فيهم اللي انا شفتهم بزاف يطيحوا فيهم دوكا مازال نشوف فيهم. L'erreur troisième, c'est la réhydratation par sérum salé isotonique. Parce que c'est un cardiopathe, on n'a pas une idée sur la fraction d'éjection, on n'a pas une idée sur la fonction ventriculaire gauche. وين على بالنا باللي السيد ما عندوش une dysfonction ventriculaire gauche. وين ما على بالناش باللي السيد il est en insuffisance cardiaque. Souvent, les coronariens ou les valvulopathes, souvent, نلقاو عندهم une fraction d'éjection diminuée, une insuffisance cardiaque, des degrés différents. هنايا لازم toujours faire un échodoppler cardiaque transthoracique avant de commencer la réhydratation par sérum salé isotonique. Parce qu'il est qu'un FE basse, وانت تزيد له الاناسيال تزيد له السيروم صالي ايزوتونيك il va décompenser. كنت في مشكله راح تولي في عاود في مشكله اخرى تولي عاود بعد في décompensation cardiaque globale. Donc هنايا لازم دير لو تي تي ابري لو تي تي الا شفت بلي لا فونكسيون فونتريكولير elle est bonne systolique et diastolique, tu peux donner une réhydratation IV par sérum salé isotonique. Sinon ما عندكش une idée على الاف او ولا اف او باس, il suffit juste de donner une réhydratation orale, juste le main, c'est tout. C'est bon, c'est clair? Oui. Donc, on a fait l'échographie abdominale. Il y avait un hématome abdominal du flanc droit.
mesurant 7 cm x 3 cm. On a transfusé notre patient. La fenêtre de contrôle post-transfusion était à 9,3. Donc ici, le problème chez ces patients, c'est que on a un hématome. Donc, on doit arrêter l'anticoagulation, sinon l'hématome, il va donner des complications. En même temps, on a une valve mécanique. On ne peut pas arrêter l'anticoagulation, sinon la valve va se thromboser et le patient va mourir. Donc, on a le risque hémorragique et le risque thrombotique. Ce sont les cas les plus difficiles des accidents aux AVK. Parce qu'on a toujours un risque thrombotique ou ischémique avec le risque hémorragique qui génère des accidents aux AVK. ما تقدر تحبس les anticoagulants, ما تقدر تمد les anticoagulants كما يجب. Donc, dans ces cas, on fait quoi? On continue l'arrêt du syntron. On donne du calciparine parce que la HNF et les HPPM كما قلنا le risque hémorragique تاعهم أقل بكثير من le syntron. On donne la calciparine et on surveille échographiquement l'hématome. Chaque 5-7 jours, on refait l'échographie avec le même centre, de préférence le même médecin. On demande toujours au patient le même médecin, le même centre, parce que pour comparer les mesures, les le même appareil, le même médecin de préférence, pour comparer les mesures, parce que l'échographie qui m'a c'est un examen opérateur dépendant. Alhamdoulilah, le patient, on a eu une stabilisation de la taille de l'hématome. À J15, l'échographie qui dit à J15, il y avait une organisation partielle de l'hématome. Donc, on a martéhine pour réintroduire le syntron. Le problème avec les patients, c'est que les anticoagulants oraux ou bien les nouveaux anticoagulants, Trombix, Irevol, etc. Parce qu'ils n'ont pas la même dans les valves cardiaques. Par exemple, le Kenja FA wahadha, le Kenja embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, etc. On peut donner les AOD, les anticoagulants oraux directs, ou bien les nouveaux anticoagulants, parce que ما يدير TPN de contrôle, juste يدير la dose تاعو والسلام عليكم. Mais le problème ici, c'est qu'on a une valve cardiaque. Donc, malgré l'Alzheimer et tout, on doit continuer avec le syntron. C'est obligatoire. Donc, à J15, on a réintroduit le syntron, progressivement bien sûr, avec surveillance échographique. À J21, on a l'INR cible, 3,1. Donc, supérieur à 3 pour la valve mitrale. L'hématome, elle est stable, presque totalement organisée. Et, alhamdoulilah, le patient est déclaré sortant. Mais, une erreur, quand on a dit le patient, les deux cas خرجوا في دارو. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est un cas très, très, très intéressant, la balade. خليتها هي الاخر. Ah, il résume toutes les erreurs. Hein. C'est ça. وهذا كامل لي زيرور الميلود كامل شفتهم كامل بليزيور فوا. قادر حتى شفتهم. واحد فيهم هضر لك تيوريكمون كامل شفتهم بليزيور فوا. كاين دي باسيون كومبليكي كاين دي باسيون قدرنا نسوفيهم مي كامل شفناهم مالوريزمون اون براتيك. Le problème, docteur, c'est que c'est la même conduite qui se donne même aux externes et aux internes au Rahit Ta'awud. C'est ça, c'est exactement. C'est pour ça que j'ai commencé par la conduite classique. Parce qu'on a toujours tendance d'avoir des conduites classiques pour tout le monde, sans avoir le raisonnement de chaque patient, ses antécédents, son histoire, etc. etc. C'est ça, le but intérim, le cas clinique. Évidemment, évidemment, oui. Donc, déjà, c'est un message à partir de ce cas, un message pour tous les étudiants en tant qu'un sixième année, je passe Inch'Allah l'année prochaine à l'internat, c'est de faire bien, d'ailleurs, c'est d'avoir la conduite théorique avant de passer au stage. Exactement.
Donc, il y a une question, Samsung pratique, est-ce qu'il y aura deux suivis ou non? Bien sûr, bien sûr. On suivit tous nos patients en consultation. كامل les patients اللي hospitalisés لازم نسويفيهم. هذا بالذات déjà c'est une valve mécanique donc عنده le suivi تاعو chaque 3 mois la première année. Deuxièmement, راهو sous syntron. Donc ce syntron au maximum il est qu'un stable, il fait type INR une fois par mois au maximum. Donc, chaque mois, on vérifie, etc. Et bien sûr, comme l'hématome, il y a une organisation de l'hématome, on a un espace le suivi échographique de l'hématome. Parce que l'hématome, parfois, il se résorbe, parfois, il s'organise, il devient rigide. Donc, il n'y a pas un risque très important concernant l'hémorragie. Mais bien sûr, il y aura toujours des échos de surveillance. Tout à fait, tout à fait. Karim, Khal, tu peux répéter les fautes faites? Bon, c'est pas la peine parce que déjà le live sera automatiquement enregistré, donc je peux le consulter plus tard. Sinon, à la place des SST, on donne quoi, docteur? شوف هنايا كيما قلت لكم عندنا deux choix. Soit on peut donner du glycosé, surtout عند les patients non diabétiques ou la diabétique très 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 bien équilibrée. C'est rare. Souvent عند les non diabétiques avec surveillance de la glycémie. Le cas le plus fréquent qui m'a le patient qui est diabétique, âgé, etc. On donne juste une réhydratation orale. تقول له برك شرب الماء مليح، شرب الماء بزاف. C'est tout pour la réhydratation. Bien évidemment, exactement. Oui. Est-ce qu'on opère l'hématome? Normalement, déjà, on l'a mentionné. Non, 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 non. On touche presque jamais l'hématome. En plus, premièrement, il est profond. Deuxièmement, parfois l'hématome, il est drainé. أنا في الكيوسيس تاعي شفت un seul chirurgien qui a touché un hématome. نهضر لك على l'étiologie médicale ماشي post chirurgicale ولا l'étiologie médicale باش نتفاهموا. C'est un problème d'hémostase ولا qui a provoqué l'hématome. L'hématome post chirurgical et tout, on le draine bien sûr parce qu'il est d'origine mécanique. Mais les hématomes dans l'étiologie médicale, on ne touche pas parce que, premièrement, l'étiologie, elle est là. Deuxièmement, souvent les hématomes, ils sont drainés. C'est-à-dire, même qui l'hématome, tu vas créer un espace qui va créer une pression négative qui va aspirer le sang. Parce qu'à l'abdomen, il y a une pression négative. Tu vas créer une pression négative qui va encore absorber le sang. Donc, tu vas avoir après un hématome parfois plus grand que l'hématome ancien. J'ai vu ça une seule fois. Le chef de service a refusé. Il a dit qu'il n'a touché l'hématome, il n'a jamais fait حياتي touché l'hématome. كان un autre chirurgien, un maître assistant, qui a insisté. Il a dit qu'il est sous-cutané, etc., facile à drainer, il a drainé. Après 2 jours, on a eu un hématome presque le double du premier hématome. Parce que l'origine, il est toujours là. Le trouble d'hémostase est toujours là, premièrement. Deuxièmement, l'anticoagulation est toujours là. Troisièmement, le vaisseau fragile est toujours là. Donc, l'hématome, donc ça ne sert à rien d'opérer l'hématome. Tout à fait, oui. Donc, docteur, s'il vous plaît, un petit rappel sur les milliards. Merci. Sur l'INR, Oui. cible. Je n'ai pas bien compris la question. En tout cas, normalement, on doit un rappel sur l'INR, l'INR, généralement. Généralement. Donc, l'INR, on dit généralement type INR parce que le type n'est pas standardisé par rapport à l'INR. L'INR, il est standardisé par rapport à un témoin. Donc, quel que soit le laboratoire qui fait l'INR, théoriquement, on doit avoir les mêmes résultats. Pas comme le TP. Le TP, d'un labo et d'un autre,
lorsqu'on change l'appareil, les résultats peuvent changer. Par contre, l'INR, il est toujours fait par rapport à un témoin. Donc, c'est le TQ du patient sur le TQ du témoin. Donc, en général, les appareils, les labos, les mêmes résultats. C'est pour ça la surveillance des valves, مثلا, elle est basée directement sur l'INR, pas le TP. Donc, l'INR, il a qu'un patient n'a opération chirurgie cardiaque, c'est-à-dire un FA, un thrombus de VG, un embolie pulmonaire, etc., etc. Opération chirurgie cardiaque. C'est entre 2 et 3. بمعنى 2, ça suffira. Il a qu'un opération chirurgie cardiaque, ça diffère. Ça diffère à حسب les facteurs de risque et tout, mais tout simplement, je simplifie les choses. Il a qu'une valve mitrale, ou la dysfonction VG, ou la FA associée à la valve, هذو كامل لازم يكونوا supérieur à 3. Il a qu'une valve aortique sans facteur de risque, c'est-à-dire sans RM, sans fibrillation atriale et sans dysfonction VG sévère. هنايا c'est 2,5 تكفي. Mais souvent, on préfère INR supérieur à 3 en cas de valve. Il a qu'un double valve, on préfère 3,5, 4. Lorsqu'on dit l'INR cible 3, بمعناها l'INR لازم يكون entre 3 et 4. كي نقولوا l'INR cible 2,5 بمعنى entre 2,5 et 3,5. Toujours qu'il y a un intervalle اللي يكون فيه l'INR. Tout à fait, d'accord. Fleur blanche. En cas d'insuffisance rénale, est-ce que le glenox l'aggrave ou bien la dose s'accumule et provoque une hémorragie? تقريبا les deux. Parce que actuellement, malgré داخل فيها شويه commerce, actuellement يقول لك l'Ovenox il n'est pas totalement contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale grave, mais on doit juste diminuer les doses. Mais دوكا انايا وعلاه ندخل روحي في متاهه نولي نقص لي دوز وخايف من لو ريسك et tout, alors que عندي la calciparine, عندي la chanef qui est autorisée dans tous les cas de l'insuffisance rénale, même terminale, même en stade de dialyse. Donc, théoriquement, ce n'est pas vraiment totalement contre-indiqué. Tu peux diminuer les doses. Mais je préfère, أنا personnellement, علاه أنا ريسكي في الوقت اللي مانيش محتاج أنا ريسكي. Pour moi, c'est pas logique. Je passe à la calciparine, sauf si j'ai pas le choix. Ça, c'est autre chose. On diminue les doses de l'Ovenox. Exactement. C'est ça déjà l'intérêt de l'alternative en médecine. Donc, ça peut se remplir une autre fois. Donc, pourquoi c'est le TCA qui évalue l'anticoagulation par calciparine et non pas linéaire? C'est par rapport au montant. هنايا لازم تريفيزي la physiologie. Parce que c'est par rapport à la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. Exactement. Parce que le TP, il y a des facteurs vitamines K dépendants. Tout à fait, oui. Donc, il évalue essentiellement les facteurs vitamines K dépendants. Par contre, le TCA, c'est beaucoup plus bas. Il évalue la voie commune et la voie extrinsèque. Par contre, le TP, les facteurs de coagulation vitamine K dépendants, la plupart, la voie intrinsèque. C'est pour ça le TP, il est essentiellement pour évaluer l'effet des antivitamines K qui bloquent seulement les facteurs vitamines K dépendants. Et le TCA, c'est pour évaluer l'héparine. Oui. D'ailleurs, c'est facile. Vous avez qu'à réviser le cours des anticoagulants. C'est ça. Pourquoi on donne HNF et non pas l'HBPM?
J'ai répondu à cette question normalement, Miloud. Oui, J'ai bien expliqué pourquoi. Il y a deux cas, l'insuffisance rénale et la valve. Bien évidemment, oui. Donc, l'embolisation, c'est quand? Embolisation de quoi? De quoi et dans quel cas? C'est vaste Je n'ai l'embolisation. pas vraiment compris la question. Oui, oui. Donc, Nawal, vous pouvez reposer la question avec plus de précision parce que l'embolisation comme notion et comme terme, déjà, c'est vaste. Je n'ai pas compris. On donne, on donne les droits à la place de l'opinox. C'est la même chose. Oui, tu peux, mais c'est la même chose. Je préfère parce qu'on a une valve mécanique, donc on doit sortir totalement du cadre des HPPM. Exactement. Oui. Donc, euh, s'il vous plaît, INR égale à 5. Chez un patient porteur d'une valve sous syndrome, est-ce qu'on saute à la prise du syndrome le demain avec surveillance de l'INR dans ce cas? Attends, je dois relire la question. INR supérieur à 5 chez un patient porteur de valve sous syndrome. Est-ce qu'on saute la prise du syndrome le lendemain surveillance INR. هنا شوف هذا le cas. إذا كان كما le cas هذه supérieur à 5 sur une valve, on ne doit jamais sauter les doses. عند les valves, كاين اللي يصوتيو les doses. Mais par expérience, ou même le chef service اللي كان عندي deux chefs service كانوا يقولوا لنا la même chose. Il faut jamais sauter les doses. Chez un patient avec une valve mécanique, تقدر تعطيه au minimum un huitième, c'est-à-dire un quart تجي تقسموا على زوج وما تعطيش ما تخليش son dose. هنايا supérieur à 5 راح نقولوا دوك supérieur à 5 c'est un peu vaste. راح نقولوا 5, s'il n'y a pas une hémorragie, c'est pas vraiment méchant. Tu peux juste réduire les doses. Donc, ما على exactement le patient شحال يدي. نفترضوا مثلا il prend 3 quarts chaque jour. هنايا نعطيه un quart et je refais l'INR le lendemain. بعد على حساب l'INR, je décide est-ce que je remonte مع les doses تاعي ولا نزيد نكمل بالانكار هذاك. Mais éviter le maximum de sauter les doses chez un patient avec une valve mécanique. Exactement. Apparemment, mec, hein, j'ai des questions de plus. Donc, c'est ça normalement pour les questions. Alors, oui, normalement, c'est ça, docteur. Juste, je vois que tu voulais un grand merci pour notre docteur d'aujourd'hui, notre Merci. docteur Ben Mahfoud, parce que vraiment, c'était très riche, c'était très formatif, c'était, je le félicite, vraiment, Très bien. c'était vraiment bien présenté. Donc, allez, on parle quelques commentaires. parce que maintenant, on va le faire. Alors, merci docteur Jazakallah khairan, merci énormément. Vous avez sur le, d'ailleurs, donnez-moi, vous avez sur le cas clinique qu'il a mentionné. C'est vraiment particulier. Merci énormément. C'est très bénéfique. Merci. Donc, vraiment, ça rechauffe le cœur de lire ce genre de commentaires. Merci. Masha'Allah, Masha'Allah. Déjà, avec Ali, une grande compétence, docteur. C'est déjà, Masha'Allah. Merci, docteur, c'est très riche et bénéfique. Donc, moi, je tiens à vous remercier, docteur. C'était très riche. Pour moi, c'était quelque chose de plus valeur. Rabbi yahfazak, Inch'Allah, on aura des séances avec toi, des lives avec toi, Inch'Allah, prochain. Ce sera vraiment un grand plaisir. Inch'Allah, نحن في الخدمة. مرحبا بكم. Rabbi yahfazak. Donc, je vous laisse dire quelque chose avant de terminer. Wallah, je remercie tout le monde qui ont assisté. بارك الله فيكم. هذه مقتطفات
بيان سور الحديث يطول، كنهضروا على لي كا انتيريسون، لي كا اللي لازمهم نديرو ماركيتو، مي ان شاء الله مرات اخرين بوتيتر ما قدرتش نريبوندي على كامل لي كيستيون، دونك ما على باليش شحال لي كومونتير اللي فاتوا ايتو. ميم اللي عنده اون كيستيون يحب يبعثها ولا في البريفي ولا مرحبا بكم ثانيت. اهم شيء اون ديمينيو لو ماكسيموم لي زيرور ميديكال، on améliore la recherche du patient. C'est ça l'essentiel. Parce que كامل كي تبدا راح دير دي زيرور، راح تتلف لك، راح الاخر avec le temps تبدا تتعلم، tu vas avoir des réflexes. Et c'est ça le plus important, c'est l'intérêt du patient et l'intérêt du médecin bien sûr. Parce que le médecin اللي يدير حاجه ويشوف لو باسيون تاعو ماهوش مليح، sûrement ما راحش يكون مليح. انا personnellement تصرى لي، c'est pas pour les autres. لو كان ميم بارفوا ماشي حاجه كومبليكاسيون ديكريت، مي ما نكونش مليح باسكو مون باسيون il ne va pas bien. Donc c'est ça. Et je vous remercie Miloud et toute l'équipe, نور l'organisation نتاعها، l'équipe كامله على l'organisation et tout. Et c'est ça, وإن شاء الله ليلة سعيدة. Allah yahdik, docteur. Avant de terminer, je vous l'ai dit, je le répète, vraiment, je suis en amour avec vos présentations. Et ربي يحفظك، surtout, شكرا جزيلا. c'est rapide et efficace. Voilà, c'est rapide et efficace. Merci beaucoup. Inch'Allah, on se ميرسي، ربي voit يحفظك. une autre prochaine fois, Inch'Allah. إن شاء الله إن Je شاء vous الله يا souhaite رب. très bonne soirée, docteur. Ciao. ميرسي، ربي يحفظك. Alors, les gars, oh le lit. C'est très bénéfique. Très bénéfique. Une explication super, rapide, très efficace, très pratique. D'accord? Non, c'était vraiment quelque chose de grande importance, quelque chose de très formatif. Et c'est surtout ce que je dis toujours, la méthode. Exactement, oui, la méthode de l'histoire, la méthode de l'expérience, c'est une méthode moderne qui donne vraiment de résultats. C'est pas comme la méthode d'enseignement classique qui est vraiment devenue très, on va dire, c'est trop cliché d'ailleurs. Alors, je reçois ce commentaire. C'est ma première participation très intéressante. Merci beaucoup. Inch'Allah, ce sera plus intéressant dans les prochains lives. Vas-y, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci de présent, d'ailleurs d'assister et de répondre à nos questions, d'intervenir et de rendre ce live interactif. Merci beaucoup. Donc, on se voit, Inch'Allah, dans le prochain live. Allez, alors. Merci à vous. Très doucement. On se voit, Inch'Allah, au prochain live.